Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Hey, mon chum, Simon. Ouais, ben toi de l'autre bord, Simon, ben allume ton micro. Simon, Mets ton sel de l'autre bord. Il est à l'envers dans le ponton, Ciboire. Ouais, c'est bon, ça. Comment ça va, Simon? Va les boys. Ça va super, ça va. Hey, je m'en allais te gratter les oreilles. Bouge pas, je m'en vais te gratter les oreilles. Hey. Hey, Belly, on a eu une plainte cette semaine sur Instagram parce qu'on a posté la photo de Simon avec le chandail des Bruins. On dit Simon Gagné, c'est Flyers de Philadelphie. Ouais, ben, ils n'ont pas tard. Hey, j'ai joué une moitié de saison. Ouais, mais il y a des affaires qui nous glissent, hein, des fois. C'est juste qu'on trouvait que tes cheveux étaient vraiment beaux, cette photo-là. C'est pour ça, nous autres, que... Ça me ressemble plus, ouais. Il était cher. Fait que là, Simon, il voulait t'as dit un petit coucou avant que tu partes Belé, là. Ah oui, Criff. J'ai vu Belé tantôt. Ouais, Je vois mon chum Belé. Il habite à 2 minutes de chez nous, en plus. Hey, vous jouez au golf cette semaine ensemble ou? Non, il a perdu la première fois de l'année puis il ne m'a pas réinvité. Oh. Savais-tu que tu avais ta bière, Belly? Non, je pense pas, là. Regarde, Simon. Ta bière? Ah ouais? Hey. Ben, à soir, la Belly a joué contre la Poche Bleue. Elle a joué contre la Poche Bleue à soir. On a gagné. C'est vrai? C'est-tu ton chum qui fait ça, là? Tu m'as montré, là, en descendant sur... à Ribourassa, là, Non, les Corsaires sont à Lévis. À Lévis? OK. Fait qu'il y a à côté de la place. À côté de l'aréna. Depuis qu'il est maire de la ville, là-bas, là, il reçoit des bières et tout. Ah oui, c'est bien ça, Belé, là-bas. Il reçoit des pots de vin. Y a-tu un Leclerc qui s'en vient au camp? Lui, il reçoit des pots de bière. Je te dis, Guigui. Y a-tu un Leclerc qui s'en vient à ton camp? Regarde bien ça, si je vois ça aller, moi. Ah, jamais. On va mieux un peu. Es-tu Es-tu bonne, ta bière, au moins? Oui, très bonne. Très bonne. Très bonne. Ouais, c'est bon. J'ai juste l'air de sortir de prison sur ma photo, mais à part de ça, tout est sous contrôle. Là. Ouais, au contraire, moi, je trouve que tu as l'air d'un descripteur de match de baseball. Oui, mais est-ce que vous l'avez lu, la description en arrière, Max? Lis la description. Ils ont fait une description aussi. Ah, version personnalisée de la classique Anne Bonny brassée par le Corsaire à Lévis. Cette bière légère étanchera votre soif la plus tenace. Testée et approuvée par le légendaire Belé. Elle vous permettra de veiller tard. Veuillez noter que cette bière n'est pas disponible à Edmonton et dans les arénas de la KHL. Je ne l'avais même pas lu. Ouais, non, on la boit, nous autres, Belé. On n'a pas le temps de lire. Oui, mais la description était cohérente. C'était 40, c'est vrai. Ça se vendrait bien en Russie, ça. Ah, ça, c'était Ben oui, ça. Hey, la légende des Arfans de Beauport. Ben, c'est ça. Moi, Simon, on a joué ensemble à Beauport. Son année recrue, il faisait 132 livres mouillés. 150. Tu t'es disloqué l'épaule, Carlis, t'étais magané. Ah ouais. Mais... j'ai appris. Bon, mais là... Mais là, vous autres, vous vous connaissez depuis longtemps, là. Oh, on a joué ensemble durant au junior pour la Arfans de Beauport. Ah, c'est bon, ça rajeunit pas Simon, me semble, t'as l'air plus vieux. Moi, j'ai l'air plus vieux au Belé. Non, le Belé. T'as l'air plus jeune. Guigui, tu vas pas lire, demain, je vais te mettre quelque chose dans ton drink. Ah, ben, anyway, je suis pas inquiète déjà. Guillaume me dit qu'il aimait ça aller en voyage avec toi parce qu'il peut prendre le kart au golf jusqu'au green. Moi, j'ai un flag jaune sur mon kart. Je n'ai pas du kart pour pâter. Bon, mais Belé, thank you, mon chum. On se voit demain. Belé. On va aller jaser. Salut, mon poney. Salut, mon Belé. Il m'appelait de même, mon poney. Moi, j'avais 16 ans. Belé, il avait 19 ans quand j'ai commencé le junior. C'est parce que tu le traînais, ça, le poney? Ou... Il m'appelait le poney. Non, c'est comme si, je sais pas, c'est lui qui me montrait le chemin, si on peut dire. Hey, Chris. Ça a dû être un beau moineau, ça, comme vétéran à avoir. Il était-tu correct? Ah, oui. Quel genre de vétéran qui était Belé? Ouais, avec moi, il était correct, mais avec les autres, là, il était... on le connaît, là, il aime ça chialer. Là. Fait qu'il chialait pas mal, puis il avait 19 ans, il était assistant capitaine, puis... c'est qui devait être il était très, très coq, Billy. Puis, tu as joué avec Guillaume à Minnesota.
il devait être coq un peu, mais la moitié de ce qu'il était avec les Harfans. Il devait pas être drôle. C'est beaucoup amélioré, si on peut dire, de ce côté-là, Belé. Qu'est-ce que tu fais, Simon, depuis que tu as pris ta retraite? Je sais que ton fils joue au hockey, là, que tu t'impliques un peu là-dedans, mais sinon, tu fais quoi? Oui. Ben là, présentement, j'ai une école de hockey cette semaine. Je me suis associé avec Johnny Murray, l'école de hockey Extreme Power Skating. OK. Fait que là, présentement, je suis là-dessus cette semaine. Fait que peut-être un petit peu fatigué, peut-être un petit peu fatigué. Je me lève de bonne heure présentement. C'est des bonnes journées, mais ça finit demain. Fait que vous êtes les deux là-dedans? Johnny, ça fait 15 ans qu'il fait l'école de hockey avec Martin Chouinard. Puis moi, ça fait 2 ans que je me suis associé avec, mais je fais juste une semaine seulement. Ça s'appelle la semaine Simon Gagné. Puis on touche un petit peu à tout, là, des skills avec les jeunes. Puis l'après-midi, c'est du power skating avec Johnny. Malheureusement, Johnny n'est pas là cette semaine à cause que là, il est parti dans la fameuse bulle, si on peut dire, avec les arbitres là, pour le retour de la Ligue nationale. Puis demain, ben, on fait du fun avec les kids. Là, le vendredi, c'est un petit tournoi, on appelle ça. J'ai fait faire une Coupe Stanley. La Coupe Stanley Simon Gagné. Fait que les kids font un petit tournoi demain. Là. T'as des catégories novices, à tombe, puis oui, Bam-Tam, Midget. Puis demain, on va avoir du fun avec ça. Fait que ça me permet de prendre une petite bière à soir, là, puis relaxer. Qu'est-ce que tu bois, justement? Oui, là, vous m'avez dit préparer quelque chose. C'est que moi, les boys, j'avais sûrement été au Maurice en temps, sortir une couple de fois. Ouais. Au Charlotte, en haut, au 3e. Le gérant, vous rappelez-vous du gérant? Normalement, je me rappelle pas de grand monde dans le monde des bars. Ouais, tu te rappelles pas après d'avoir sorti, là, mais quand tu rentres, là, Firefield, le gérant qui était là, c'est Firefield. Oui. Firefield, c'est parti d'une brasserie. Il était à pas 3-4. sur la Grande Allée. L'Inox. L'Inox, c'est ça. Fait qu'à soir, moi, je bois une Inox Double IPA. Nice. Es-tu bonne? Ouais, c'est bon. Très, très bonne. Très, très bonne. Il a sorti ses petites canettes. Durant le COVID, il a fait faire des grosses bouteilles, là, des cruchons, tu t'appelles? Ouais. Les genres de growlers, là. Mais là, Simon, il va falloir que tu dises qu'ils viennent nous affronter dans la Ligue nationale des microbrasseries. Ben, d'après moi, ils vous battent. Hey, sérieusement, là, les boys. D'après moi, ils vous battent. Peut-être pas vous autres, là, mais la bière à Berlin, il est pas facile. Oui. Mais sérieusement, je suis pas un gars de double IPA, là. Mais elle est vraiment, vraiment bonne. Elle est rafraîchissante, si on peut dire. Elle donne soif. Puis, la seule chose, c'est qu'elle est très, très forte. C'est du 9% d'alcool, là. Ouais, OK. Avec deux cannes comme ça, là. Dans le fond, c'est une pinte, ça. OK. Puis on attend que tu boives les deux, puis on commence l'entrevue, c'est ça? C'est bon. Ben là, je commence ma deuxième. OK, parfait. J'ai regardé le show un peu, là, au début. Fait que... Tu parlais de Johnny Murray qui est dans bulle en ce moment. Toi, tu étais à la retraite. T'aurais-tu aimé ça dans le contexte actuel, de retourner au jeu? Ben, ça dépend de la situation. Tu sais, quel âge que j'ai. Je suis en début de carrière, je suis en milieu de carrière, je suis en fin de carrière. Tu sais, je me place, mettons, comme là, à peu près, là, mettons, j'aurais 36 ans, je jouerais encore avec des enfants. Est-ce que tu as gagné la Coupe Stanley? Est-ce que tu n'as pas gagné la Coupe Stanley? Tu sais, c'est un pensez-y bien, c'est sûr. Tu poses beaucoup de questions. Tu sais, je suis proche avec une couple de gars vraiment de la région de Québec, dont Patrice Bergeron, j'ai parlé une couple de fois. Tu sais, j'ai un événement ici à Québec, là, le Pro-Am gagné Bergeron. Qui a été annulé justement à cause du COVID. Puis, on a bien fait de l'annuler parce qu'on a besoin de joueurs professionnels. Puis, c'est au mois d'août. Fait qu'il n'y aurait pas eu de hockey bien. Hein. Fait que, puis, parler avec Pat, puis tout ça là-dessus, ben, c'était ça un peu la question des gars. Ils étaient inquiets de savoir, OK, ça va être quoi? Est-ce qu'on va être protégé? Puis, tu sais, le fait d'être loin des enfants, de la famille pendant 2 mois, là, c'est ça que je pense que les gars ont un petit peu de misère avec la situation, mais le reste, je pense qu'est-ce qui a penché dans la balance, malheureusement encore. On a raté une demi-année. Vous autres, vous n'étiez peut-être pas là en 2004. Moi, en 2004, j'ai raté une année complète à cause du lockout. En 2012, on a raté une demi-année. Mais encore à cause de l'argent, les gars sont obligés de retourner au jeu pour que ça coûte moins cher aux joueurs et à la Ligue nationale. Parce que moi, dans ma tête à moi, c'est du hockey durant l'été. Oui, nous autres, à Québec, on va l'écouter, là, c'est sûr. On va écouter le Canadien. Les gens au Canada vont l'écouter, mais je pense pas que le monde
justement en Floride ou aux États-Unis, ils vont coûter du hockey durant les séries. Mais tu sais, entre perdre 1 milliard ou juste perdre 500 millions, ben là, je pense que c'est l'argent vient de parler puis répondre à notre question. C'est plate, mais comprenable aussi, là, au final. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. T'as pas le choix. Là. Je pense pas qu'il y ait personne que tu gagnes 10 millions ou 1 million par année qui veut faire un chèque à la Ligue nationale dans un mois à cause qu'il n'y a pas de play-off puis qu'on pousse la saison. Il n'y a personne qui veut ça. Ça, c'est sûr. Impossible. Puis, à part de ça, tu as l'escroc qui aurait augmenté l'année prochaine. Au lieu de 18 ça va peut-être monter à 30 Là, ils ont mis un cap salarial à ça qui va rester à 20 Fait que, puis il y a les gars aussi qui ont gagné de retourner aux Jeux olympiques. La Ligue nationale, là, on aurait dit qu'ils avaient mis un poids là-dessus. Mais là, on va avoir du hockey, on va avoir le meilleur hockey au monde dans les prochaines années. Puis aussi. parlons-en de ça. Tu es allé aux Olympiques, toi. Ça a été quoi comme expérience pour toi? Moi, je suis allé dans une circonstance qui était quand même particulière. Là. On remplaçait les big boys. Puis moi, ça aurait pris, j'ai calculé, c'était, mettons, entre 10 et 12 clubs qui s'effaçaient pour que j'aie la chance d'y aller dans le temps. Finalement, c'est ça qui est arrivé. Les 10 clubs de la Ligue nationale, ils n'ont pas pu y aller. Ils ont pris les gars en Europe. Mais toi, ton expérience, c'était quoi là-bas? Ça a été incroyable. La première fois, j'étais allé en 2002 puis en 2006. Deux résultats complètement différents. En 2006, on avait perdu, je pense, en quart de finale contre la Russie. Ça a été vraiment catastrophique, si on peut dire, pour le Canada, là, de même pas se classer pour la demi-finale ou peut-être une médaille de bronze. Ça a été décevant, mais on avait une équipe là, de talent incroyable. La différence avec 2006 puis 2002, c'est comme si 2006 il avait pris tous les meilleurs joueurs de la Ligue nationale côté de talent. Ils n'ont pas fait une équipe. Exactement. Au lieu de bâtir une équipe, avoir un premier trio, un deuxième trio, un troisième trio plus défensif, puis un quatrième trio qui va amener de l'énergie puis bûcher, là, des fameux Draper puis des Malby dans le temps. Mais c'est ça. Enfin, ça avait été, mais ça avait été le fun pareil. J'étais avec des joueurs plus de mon âge en 2006, tandis qu'en 2002, j'avais 21 ans. Puis là, on parle des joueurs qu'on a grandi, des Mario Lemieux, des Joe Sakic, des Steve Eisenman, des Joe Nieuwendyk, des Scott Niedermayer, Martin Brodeur dans les nets. C'est même pas Martin qui avait commencé, c'est Curtis Joseph qui avait commencé parce que Pat Quinn, c'était notre coach en chef, puis il avait donné le rôle de numéro 1 à Curtis Joseph pour le premier match. On avait perdu 5-2 contre la Suède. Le deuxième match, c'est encore Joseph d'un but. On avait annulé ou perdu. Ça n'avait pas super bien commencé le tournoi, si on peut dire. Puis là, à un moment donné, je pense que c'est Wayne Gretzky qui était à voir Pat, puis il a dit, regarde, je pense que Martin devrait prendre le pôle numéro 1. Puis Martin a pris le match suivant, puis par la suite, on n'a pas perdu un match. Puis on a gagné la médaille d'or. Dans un vestiaire comme ça, là, nous, on n'a pas eu la chance de vivre ça. Toi, t'es chanceux en tabarouette, là. Tu le mérites aussi, là, mais quand tu arrives dans un vestiaire où il y a toutes ces stars-là, y a-tu un gars qui prend le lead pareil ou c'est vraiment tous des leaders? Y a-tu un gars quand même qui s'exprime plus et qui dit c'est mon team? Tu sais, le rôle de capitaine, c'est comme un capitaine parmi 20-25 capitaines. Y en a-tu un qui se lève pareil ou? Oui, c'est tous des capitaines. T'as Sakic, Eisenman, Pronger, t'as Niedermayer qui est assistant, Mario Lemieux. J'en passe d'autres. Il y en a d'autres. Tu avais Eric Lindros qui était là, Owen Nolan. C'est tous des capitaines ou des assistants capitaines. Mais tu n'as pas besoin de parler. C'est très silencieux dans la chambre. Le gars qui fait le speech chez l'entraîneur, c'était Pat Quinn. Puis Pat Quinn, c'était pas un gars qui arrivait avec des X et des O. C'était plus let's go les boys, starting line-up, allez gagner la game. Mais il y a une anecdote que je peux vous dire une fois. Notre capitaine, c'est Mario Lemieux. Puis on est en finale contre les États-Unis. Les États-Unis marquent le premier but. C'est Tony Monte qui score le premier but. On réussit à égaler le match, je ne me trompe pas, en première période. Mais en fin de première période, on avait Théo Fleury qui était avec nous autres. Il jouait avec les Rangers de New York. Puis, tu sais, il y avait des rumeurs qu'il y avait une super de belle année. Là. C'était un des meilleurs joueurs dans la Ligue nationale dans ce temps-là. Mais, tu sais, il était un peu comme toi, Max. Il était chiant un peu. Il pognait des mauvaises punitions, si on peut dire, des fois. Mais, puis tu sais, là, il était averti. Tu s'en viens avec nous autres, puis tu fais pas des affaires de même, tu sais.
Puis en finale, il fait une affaire de même, il pogne une punition, puis il nous coûte un power play. Puis on est chanceux, les États-Unis ne scorent pas parce que Martin fait des méchants belles arrêts. Dont un arrêt, là, je pense c'est une passe qui part mettons, de la gauche qui s'en va à droite à Brettle, one-timer. Puis Martin met à pads, puis il a pads un peu dans le net. Puis il l'arrête. Normalement, ça aurait été un goal, tu sais. Fait que le match reste égal, puis on arrive dans la chambre, puis tu sais, comme je te dis, il n'y a personne qui parle vraiment. Tous les gars savent quoi faire, tu sais. C'est des vétérans, c'est des leaders, tout. Puis Mario Lemieux se lève dans la chambre, c'est silencieux, là. Il s'en va voir Théo Fleury, puis il dit ça, là, tu fais pas ça ici. Tu sais, puis même moi, je ne l'ai pas entendu. C'est le monde après qui nous ont dit, c'est ça qu'il a dit. Il n'a rien dit de spécial, là, tu sais. Puis après ça, ça s'est calmé, personne n'a parlé. Tu sais, on a vu qu'il a dit quoi Théo Fleury. Puis après ça, Théo, là, Fleury a joué un méchant deuxième puis troisième match, troisième période. Puis, tu sais, ça prenait pas grand-chose, tu sais. Un vétéran se lève, une petite affaire de même. Tu dis pas grand-chose, mais Mario Lemieux qui vient de voir, moi, je me lève, je me prends un café, puis je m'en vais me préparer pour une grosse période. Juste qu'il se lève te parler, tu dis merci, tu sais. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, là, il est sorti de la punition, tu sais, probablement qu'il voulait manger les bandes, puis, tu sais, c'est terminé de faire des choses comme ça, là. C'était vraiment focus hockey, puis je fais tout pour l'équipe, là. Tu sais, il a comme oublié qu'il était avec l'équipe Canada, si on peut dire, puis il l'a ramené à l'ordre, puis il a très, très bien fait par la suite. Comment on fait pour classer? Tu sais, tu as une carrière de malade, honnêtement. Comment on fait pour classer tout ce que tu as fait, pareil, tu sais, les Jeux olympiques, tu sais, la journée qu'on t'annonce que tu fais l'équipe, la journée de ton repêchage, la journée de la Coupe Stanley. Comment on fait pour classer ces événements-là dans une carrière puis de juste faire un throwback et faire « wow », c'est malade ce que j'ai vécu dans la vie au hockey, là. Non. Tu sais, tant si longtemps que tu prends pas ta retraite puis c'est après 2-3 ans, tu t'assis puis tu réalises pas mal plus que ce que tu as fait. Tu sais, veux pas, chez nous aussi à Québec, je suis content de l'avoir fait. Tu sais, au début, je voulais pas le faire, mais tu sais, j'ai tout encadré mes chandails, j'ai tout ramassé des photos, des petits souvenirs, tout. Tu sais, au début, quand on joue, on pense pas à ça. Tu sais, prendre le hockey, tu sais, au match des étoiles, là, une fois, j'étais assis à côté de Mario Lemieux, puis tu sais, vous le dites, tu sais, t'as peur de lui demander, mais tu sais, je le voyais signer des hockey, donner ça au monde, puis j'ai dit, peux-tu en avoir un, tu sais? Puis il m'en a donné un, j'en ai un, tu sais, puis je suis content de l'avoir fait aujourd'hui, tu sais, je montre ça à mon gars, il capote, tu sais. Fait que j'ai tous mes gilets, tu sais, que ce soit aux Olympiques, mon repêchage, gilet de la Coupe Stanley, tu sais, qui est derrière moi, là, dans le fond, vous voyez ici. Il est signé par tout le monde? Il est tout signé par les gars, tu sais, fait que c'est toutes des petites choses que sur le moment même, tu n'oses pas faire, mais que on devrait tout faire en tant que joueur, puis on est content d'avoir fait. Regarde, Guillaume, tu vois ton gilet en arrière. Là. Il est signé par les gars de la Coupe Stanley. Ah ouais? Il s'est effacé au lavage. J'étais assis en tabarnak quand je l'ai sorti de la laveuse. Mais justement, tu parles de médaille. La coupe, tu parles de la coupe et on voit le chandail des Kings. Mais attends, Mac, j'aimerais ça voir la médaille d'or. C'est pas loin, Simon? Ah, ouais, une petite médaille. Ouais, tu me l'as demandé. Hein? Ouais. J'ai oublié de sortir ça de mon coffre-fort. Alors, j'ai tout ça. J'ai tellement de monde là, qui m'ont dit qu'ils sont fait voler des choses. Là, c'est sûr. Je me suis installé... D'abord, enlève l'adresse Guillaume dans l'écran. Enlève son adresse. Non, mais t'es encore à ta maison en Abitibi? Je suis en Abitibi, ouais. Fait que ça, c'est la... belle, hein? C'est assez pesant, là. Tu sais, on l'avait dans le coup, je me rappelle. Tabarnouche, c'est donc bien pesant. Fait que ça, c'est le devant. 2002, c'est où, ça? Ouais, 2002. Salt Lake City. Salt Lake, c'est ça. Wow. Ouais. Puis l'autre bord, c'est spécial, la médaille. Ouais. Aïe. C'était carré, ça. Ouais, tu sais, c'est assez épais, là. Wow. Très belle médaille. Très belle médaille. Ouais. Là, on part de là, des Olympiques, on s'en va. Les Olympiques, c'est spécial, mais j'ai toujours eu de la misère à décider c'est-tu mieux de gagner les Olympiques ou la Coupe Stanley, le feeling. Parce qu'on dirait que la Coupe, c'est vraiment la guerre pendant une couple de mois. Puis quand t'enlèves, t'as mal partout. Puis t'as passé par beaucoup d'émotions. C'était montagne russe. Pour les Kings de Los Angeles, ça a été quoi ton expérience? Ben, ça a été différent un petit peu, mais c'est certain que, tu sais, moi, j'ai grandi, il n'y avait pas de Jeux olympiques, là. Tu sais, oui, on a vu
c'était quoi, en 98, la première fois qu'on voyait les professionnels aller aux Olympiques. Puis, j'étais junior dans ce temps-là. J'ai pas grandi dans ça. C'était comme nouveau pour nous autres. TQ, on a grandi dans la rue puis on gagne la Coupe Stanley. On ne gagne pas une médaille d'or pour notre pays. Jamais. Plus que ce qu'on a vu quand on était jeunes, c'est Équipe Canada Junior. C'était ça que tu rêvais de représenter ton pays puis aller représenter le Canada au championnat junior. Mais d'aller représenter ton pays aux Olympiques, c'était pas là. Fait que tu me poses la question, c'est sûr que moi, je l'ai gagné on va dire en fin de carrière, là, la Coupe Stanley avec les Kings, dans une situation un peu différente. C'est sûr que en 2010, je suis allé en finale de la Coupe Stanley avec les Flyers, puis on a perdu contre les Blackhawks en 6 en prolongation. Puis tu le sais, Max, c'est probablement la pire affaire qui ne peut pas t'arriver. Même encore aujourd'hui, après 5 ans à retraite, s'il y a une journée que je pense pas, je suis chanceux, tu sais. Ça me fait de quoi? Ça me fait de quoi, là, de ne pas l'avoir. On était si près, mais on a perdu en 6 en overtime, puis ça me fait de quoi? J'aurais aimé ça, l'avoir gagné à Philadelphie, parce que j'ai été repêché, j'ai joué 10 ans, j'ai donné, comme tu as dit, j'ai tout donné là, pour cette organisation-là, cette équipe-là. Mais là, je m'en vais à Los Angeles, j'ai eu un contrat de 2 ans. Puis à la première année, on gagne la Coupe Stanley, mais moi, je joue une demi-année. Malheureusement, comme Guillaume, il y a des mauvaises expériences aussi. Je fais une commotion après Noël. Je rate le reste de l'année. Une bonne partie des playoffs. Je me remets en forme durant les playoffs. Puis je reviens juste à temps pour la finale de la Coupe Stanley. Puis Darryl Sutter me donne le go de jouer après le match 2 pour jouer match 3, 4, 5, 6. Wow. C'était comme si on m'enlevait un peu mon mal de 2010 d'avoir perdu. Puis là, un an, même pas plus tard, mais on me repitch en finale pour me donner une deuxième chance que là, la soulever puis la gagner. Puis c'est ça qui est arrivé en 2012, excuse-moi. Puis quand tu la soulèves, là, c'est vraiment tout ça. Là. C'est pas juste c'est tout le sacrifice que tu as fait. Oui, c'est durant l'année avec les boys puis tout, mais c'est tout les sacrifices que tu as fait depuis tes petits culs, des entraîneurs ou des coachs qui t'ont coupé, qui t'ont dit que tu n'allais pas être assez bon, ou comme Belé disait, je pesais 150 livres dans le junior, tu ne seras pas assez gros d'aller jouer dans le pro, tu sais, des affaires de même, tu sais. Les blessures que tu as eues, les opérations que tu as eues, les commotions que tu as eues, que tu as toutes faites pour revenir au jeu, c'est tout ça. Fait que quand tu la soulèves, là, c'est comme si c'était un film qui repasse dans ta tête, puis c'est le meilleur feeling. Fait que, tu me demandes c'est quoi le best, là, le meilleur feeling, c'est la Coupe Stanley puis la médaille d'or un petit peu. Mais tu sais, la Coupe Stanley, oui, là, c'est le but ultime, mais justement, ce que tu viens de dire, c'est particulier quand même. Tu es revenu d'une commotion. On t'a donné confiance quand même dans le milieu de la finale de la Coupe Stanley. Tu sais, on aurait pu décider de dire on prend pas un risque pour un gars qu'on n'est pas sûr comment il va filer. Ça devait être une victoire juste par elle-même, là, ce scénario-là. Là. Oui, c'est sûr. Tu sais, tu as le but de revenir. Puis en même temps, tu sais, je ne te cachais pas qu'au début, tu sais, je voulais avoir le hockey des boys aussi. Tu sais, je veux avoir le pouls des gars. Je ne veux pas arriver là et dire hey, regarde les boys, je vais en finale. Je tasse un gars puis je m'en viens là. Tu sais. Ouais. J'étais proche des gars tranquillement, pas vite. Ils voyaient que je pratiquais avec les fameux Black Aces. Là, tu sais. Ouais. J'allais à toutes les games, je parlais aux boys, tout. Puis, les gars voyaient qu'ils s'informaient comment ça va. Tu penses survenir. Fait que, je voyais que les gars voulaient que je revienne. Puis, quand j'étais prêt, puis j'ai vu que l'équipe, on bat Phoenix, on a un petit break de peut-être une semaine. Tu sais, des fois, il faut que tu écoutes la petite voix dans ta tête. Puis, je suis allé m'asseoir avec Darryl Sutter, qui était notre coach. Puis, je suis allé m'asseoir avec. On a parlé pendant 20 minutes. Puis, j'ai dit, regarde, je suis prêt. Je suis prêt à jouer si tu as besoin de moi. Regarde, j'ai eu le bad taste en 2010 d'avoir perdu. Puis, j'ai la chance d'y retourner tout de suite de même. Même si je n'ai pas joué pendant 4 mois, là, tu me rembarques là, je suis prêt. Là. Tout est frais. C'est comme si tu me rembarques à la même place que j'étais en 2010. T'as juste je me sentais bien. Ouais. Exact. C'était pas long. J'étais allé jouer à Tampa Bay 1 an. Puis après ça, tout de suite avec... puis
Puis même à Tampa Bay, on avait perdu en finale de conférence, Game 7 contre Boston. Fait que, tu sais, c'était perdu finale de conférence. J'étais encore j'avais ça encore dans l'esprit. Puis Darryl Sutter, si vous vous rappelez, il avait perdu en 2004 contre Tampa Bay en match numéro 7. Fait que lui aussi, c'est la même affaire. Fait que, tu sais, on se parlait, puis on parlait de nos expériences. Puis c'était ça, tu sais, que là, faire comprendre aux boys là, que parce qu'on avait des jeunes joueurs. Là. Drew Doughty, là, quand il a gagné le Coupe Stanley, je me rappelle, j'étais avec lui dans le bar, puis lui, il pense qu'il va en gagner un autre. Puis il en a gagné un autre pareil 2 ans après, le petit maudit. Mais tu sais, j'ai dit, hey, tu comprends pas, là, moi, ça a pris 12 ans. Là. Ça a pris 12 ans. Là. C'est tough à gagner, mais j'essaie de faire comprendre comment c'est tough. Puis c'était sa même affaire. Darryl Sutter m'avait dit, il faut faire comprendre aux boys là, que la chance est là. Là. C'est là, il faut que tu sautes dessus. Peut-être que ça va être leur seule chance de se rendre en finale et de gagner une Coupe cette année. Puis c'était ça un petit peu mon rôle, un peu amener mon expérience et tout, parce que mon rôle c'était plus un 3-, 4e trio là, quand je suis revenu. Là. Mais justement, tu parles de la Coupe Stanley, tu parles que tout va vite, tu as le fil de la vie, peu importe les parties tout de suite, en as-tu assez profité de ce dream d'une vie? L'après, là, tu parles? Là? Ben, le pendant, le tout, juste. La soirée sur la glace, on dirait que tu veux pas que ça finisse. Là, moi, à 3 années, je regarde des gars et j'ai goût de broyer. Là. Ouais. Exact. Là, le pendant, là, c'était. Dans le fond, nous autres, là, on a pris les devants 2-0 à New Jersey. On est revenu à Philadelphie, à Los Angeles. On a gagné match 3. Fait que c'est 3-0 pour nous autres. Fait que là, on joue match 4 à Los Angeles. Fait que là, fait flyer, mais tu sais, c'est pas à côté, là. Québec, Los Angeles, fait flyer des chums à Los Angeles. Mon père était là, mon frère était là, tout. Fait que, le party est préparé pour le match numéro 4. Là, c'est 3-0. On pense que New Jersey va se coucher puis c'est terminé, là. Mais on perd le match numéro 4. Fait que là, que je fais avec mes chums, là, tu sais. Fait que là, mes chums restent à Los Angeles, tu sais. Mon père reste à Los Angeles. Tout le monde reste à Los Angeles. Mais le club fait flyer pareil, ma femme et les enfants à New Jersey. Fait qu'on s'en va à New Jersey, puis on perd le match le numéro 5 à New Jersey. Fait qu'on retourne à Los Angeles pour le match numéro 6, mais tout le monde est encore là. Puis là, on s'est mieux préparé, tu sais. C'était des affaires, là, regarde, les affaires de billets, là, c'est que ça soit fait la veille. Il y a pas durant la journée de la game, là, on parle plus de billets. Tout est fait la veille. Ce qu'on n'avait pas fait le match numéro 4, on pensait que c'était tout beau, que ça allait être facile, c'était terminé. Puis on gagne le match numéro 6, fait que les chums à la glace, c'est l'enfer. Je pense que j'ai jamais vu. Même aujourd'hui, là, je pense qu'il essaie de contrôler plus ça. Là. La glace était pleine de monde, des chums. Maintenant, c'est plus la famille et les enfants. Mais tout le monde que je connaissais était sur la glace avec la Coupe Stanley. Puis, tu sais, c'est sûr, on a eu un méchant party après, le monde dans la chambre. Mais vous autres, vous avez célébré à Vegas, non? Une couple de jours après, ouais. Une couple de jours après, on a célébré ça à Vegas. Juste les boys ensemble. Puis, c'était quelque chose. Tu sais, Los Angeles, Vegas, c'est pas long. Là, tu sais. On a pris un avion, on s'est en allé là-bas. Moi, j'ai eu le hockey. Les gars y allaient 2 soirs. Moi, j'ai eu le hockey d'y aller un soir. Fait que, à la maison, ça passait pas 2 soirs. Fait que, mais les célibataires étaient là 2 soirs. Fait que moi, je suis arrivé le 2e soir. Puis, on était traités comme des rois. Là. Tout était payé. On avait des suites à nous autres. C'est le fameux film Hangover là, qu'on voit à Vegas, là, 2 étages. Mais nous autres, on avait 2 étages. On avait une piscine qui partait dans la chambre, qui sortait sur le balcon. Fait que les gars me disent « Hey, viens-t'en dans la suite tel quand t'arrives. » Mais j'arrive, il est 11 h du matin. Puis j'arrive là, il n'y a pas un chat dans la chambre. Mais là, je vois ça. Puis j'étais avec un de mes chums qui était avec moi. On avait le droit à un +1. Là. Fait que je rentre là, puis c'est mort. Là. Il se passe rien. On dirait que tout le monde est couché parce qu'ils ont fait le party la veille. Mais c'est vraiment impressionnant. Mais là, tu avais plein de bouteilles partout, de la pizza partout. Puis j'ai fini par trouver la Coupe Stanley avec un certain joueur qui était couché dans la chambre. Puis j'ai emmené la Coupe Stanley avec moi en bas. Puis j'en ai profité un peu. Mais c'est vraiment le fun. On était reçus partout comme des rois. Puis on n'a pas payé grand-chose, si je peux dire. Ben, avant que Max lance la question sur Vegas,
Tu parlais du 0-3 que tu étais contre New Jersey dans la série contre LA. Si je ne me trompe pas, tu étais de la série des Flyers aussi, que vous étiez revenu du 0-3 contre Boston pour gagner la série en 7. Y a-tu une fois que tu as dit Asti, on l'a fait, c'est possible qu'ils nous le fassent? T'as-tu douté à quelque part? Oui, mais exactement, parce que j'ai comme goûté un peu qu'est-ce que Boston a goûté avec nous autres. Tu sais, et quand on perdait 3-0 contre Boston en 2010, quand je jouais avec les Flyers en ce temps-là, ça va jouer le match numéro 4. Tu sais, dans leur tête, Boston, eux autres, ils se disent, regarde, on va essayer de gagner le match numéro 4 à l'extérieur, puis tu sais, pas trop forcé, puis on verra, tu sais, qu'est-ce qui va arriver. Mais nous autres, du côté des Flyers, je me rappelle, on a dit, regarde, les matchs étaient serrés. Puis même en finale de la Coupe Stanley, les matchs étaient serrés. On avait gagné les 2 premiers matchs à New Jersey en prolongation. Fait que, tu sais, les autres, dans leur tête, ils disent peut-être qu'on peut aller en chercher une. Puis après ça, ben, la pression va embarquer sur eux autres. Puis quand on a perdu le match numéro 5 à New Jersey, on s'en va aller jouer le match numéro 6 à Los Angeles. Il fallait pas le perdre, là, puis aller jouer un match numéro 7 à New Jersey. Fait que tu voyais que là, les gars commençaient à être un petit peu nerveux à la fin. Puis tu as un vétéran qui était Justin Williams, qui était là à Los Angeles, qui a fait un speech avant le match numéro 6 pour rappeler aux gars que, regarde, relaxez, on a une bonne équipe, il faut finir ça à soir. Puis on avait sorti fort, on a gagné le match, je pense, 7-1, le match numéro 6 à Los Angeles. Mais pour revenir en 2010 avec les Flyers, ben, c'était un petit peu ça. On gagne le match numéro 4, après ça, on va gagner le match numéro 5 à Boston. Puis pas juste serré, là, d'aplomb. On a battu 5-1 ou 4-1. On avait dominé le match. Puis on arrive à Philadelphie, qu'on était très, très confiants comme équipe à Philadelphie. Tu sais, vous le savez, quand vous venez jouer à Philadelphie, c'est difficile à gagner là, dans ce building-là. Fait que, on était très confiants. On gagne le match numéro 6, on force le match numéro 7. Tu sais, la pression est rendue sur eux autres. Tu sais, quand on parle de confiance, tu sais, ils sont nerveux, ils shake au bout. C'était un petit peu ça, puis on a pris avantage à ça, si on peut dire, dans cette série-là. Mais dans le match numéro 7, on se remet un petit peu dans la même situation dans la série. Boston score le premier but, le deuxième but et le troisième but en première période. Fait qu'on perd 3-0 en première période dans le match numéro 7 à Boston. Fait que, puis là, le crowd là-bas est loud. Puis on s'entend plus sur le banc. Peter Laviolette call un time-out, puis il nous dit, les boys, ça va être comme la série. On va y aller un match à la fois. On a essayé de scorer un but avant la fin de la première période, puis on est heureux avec ça. Puis c'est exactement ça qui était arrivé. On a scoré un Jim Van Rijsdijk qui était une recrue. Score un but chanceux qui débute sur un hockey. Finit 3-1, on s'en va dans la chambre. Puis en deuxième, on score 2 buts qui égalisent le match 3-3. Puis là, on savait là, que là, en plus de tout ça, c'est d'avoir pris les devants 3-0 dans la série, puis en plus, en match numéro 7, prendre les devants 3-0, que là, il était shaké à mort. Là. Il était shaké à mort. Là, puis la façon qu'on gagne le match en troisième période, il pogne une punition de trop de joueurs sur la glace. Il reste 5-6 minutes au match. Fait qu'on s'en va en avantage numérique, puis on score, puis on gagne le match. Tu parlais de Justin Williams, puis on l'a vu là, avec les Kings, peu importe, tu as joué avec plein de grosses vedettes, mais à quel point ce gars-là, c'est un leader. On l'a vu avec les jeunes, les Kings l'année passée. Tout ce qu'il réussit à faire, moi, ce gars-là m'impressionne. On dirait un chat qui n'arrête jamais. C'est malade. Ouais. Ben, son surnom, là, c'est Sticky. Fait que, pour le monde en français, Sticky, c'est... Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si il y a la POC colle dessus. La POC colle dessus. Puis c'est pas un gars qui est extrêmement fort. C'est un gars qui paye peut-être 180 livres, qui a une shot moyenne, mais qui aime ça placer à la bonne place, mais il n'y a pas une grosse shot. Mais tout colle après. Il va dans le coin, là. Tu vois un contre un où il y a 2 gars, 3 gars dans le coin. Il va sortir avec le puck. C'est pour ça que son nom, Sticky, c'était ça. Il ressortait tout le temps avec le puck. Puis dans les gros matchs, ben il était tout le temps là. Tu sais, un match numéro 6, numéro 7, il n'y a pas de lendemain où tu gagnes. Il était tout le temps là. Il carburait à ça. Puis c'est pour ça que oui, il a gagné une Coupe Stanley jeune en Caroline. Il a appris beaucoup de ça, mais les 2 autres Coupes Stanley à Los Angeles était un joueur qui avait un très, très grand rôle. Puis fait beaucoup la différence dans des matchs vraiment importants.
Puis Simon, t'as joué avec des vedettes là, dans ta carrière, mais au début à Philadelphie, c'était quand même intense. Là. Un des joueurs préférés de Guillaume, là, Eric Lindros. Mon Là, idole. Ouais. Son idole, ça, ouais. Il était comment les boys? On voit toujours les méchants Flyers, là, mais il était Ah, si méchant que ça comme vétéran? Ou... Ben, non, au contraire. Moi, je suis arrivé là, puis tu sais, je veux pas, on est des francophones. Tu arrives là, moi, je suis le seul francophone. J'avais Éric Desjardins qui était là. Le reste, il n'y en avait pas beaucoup. C'était tous des anglophones. Je me trompe pas. Il y en avait-tu un autre? Non, il n'y en avait pas d'autres. Il y a une couple de gars qui parlaient un peu français, des franco-ontariens, là, mais qui parlaient beaucoup plus anglais. Tu avais Brian Boucher qui était recru avec moi, qui parlait un peu français, qui avait de la famille à Magog. Mais j'arrive là, je parlais pas beaucoup anglais, mais les gars m'ont... les Lindros, les Leclerc, les Mark Rickey, les Rod Brenamo qui étaient là, les Ramberg. Eric Desjardins, t'avais Michael Ramberg qui était là, John Van Bisbrook qui était dans les buts. C'était justement, c'est surprenant qu'il n'ait pas gagné dans ce temps-là que cette équipe-là, pareil. Là. Ah, mais je veux pas revenir dans le passé puis tourner Marc Bureau aussi. Ouais. Marc Bureau était là aussi. C'est vrai, c'est un francophone qui était là, qui m'a beaucoup aidé. Je m'en rappelle, il m'a beaucoup aidé. Il y avait une BMW M5, BMW série 5. Ça m'avait vraiment impressionné, ça. mais c'est ça pareil. On arrive du junior. Là. Moi, j'avais un Ford Explorer. Là, fait que les BMW, j'avais pas vu ça souvent. Fait que Gino, là, je vois Gino J qui est arrivé, il est arrivé plus en fin de saison. Puis Gino aussi m'avait beaucoup aidé dans les séries, les affaires-là aussi. Mais si je peux revenir, mettons, en arrière, avant mon repêchage, moi, je rencontre quasiment tous les clubs de la Ligue nationale. Vous rencontrez tous les clubs. Il y a des clubs qui te font flyer, qui te font faire des tests, tout, les clubs disent « Hey, si t'es là, on va te repêcher. » Puis moi, j'étais classé 15e, admettons, en première ronde. « Hey, si t'es là, on va te repêcher. » Fait que là, la journée de mon repêchage, moi, tu sais, les clubs qui me promettent toutes ces affaires-là, je me dis « Hey, c'est moi, je vais être repêché, je vais être repêché. » Non, ça n'arrive pas. Puis là, je suis rendu 21. Je pense que c'est Colorado. Je ne suis pas repêché. Là, je m'en vais 22, c'est les Flyers. Les Flyers, là, je les ai même pas rencontrés une fois. Ils m'ont jamais parlé. Puis là, dans ma tête, c'est les Rick Lindros, les Flyers, les gros. Dans ce temps-là, il y avait les gilets oranges. Puis je pesais, là, comme Billy a dit, je pesais 160 livres, mettons. Fait que, je ne serai pas repêché par les Flyers. Mais non, Bobby Clark colle mon nom. Fait que là, je m'en vais en avant, tout. Puis là, Simon Nollet, qui était scout, qui était recruteur pour les Flyers, vient me voir, puis il dit « Hey, Simon, j'ai poussé au bout pour toi à table, j'ai confiance en toi, tout. » Puis, faire une petite histoire courte. Mon père a fait le camp d'entraînement 2 fois avec les Flyers, quand les Flyers venaient faire leur camp d'entraînement ici à Québec avec les As de Québec. Fait que, j'avais une petite connexion sans le savoir, puis c'est là que mon père m'a dit « Hey, j'ai fait un camp d'entraînement. » Fait que, ça fait un fit, là, fait qu'il m'a comme remis un sourire d'en face parce que je me sentais quasiment mal. Je disais, hey, puis même quand je suis arrivé à mon premier camp d'entraînement, j'arrive dans la salle d'entraînement, puis je vois Eric Lindros puis John Leclerc faire du bicycle avec une chest à peu près, ça, c'est énorme, 3 fois gros comme le mien, avec des jambes 3 fois gros comme les miens. Puis là, ils me disent, salut tout. Là, je me dis, hey, c'est ça la Ligue nationale, je ressemble à ça. Ça a été spécial, mais au contraire, les gars m'ont vraiment beaucoup, beaucoup aidé. J'avais pas d'auto là-bas. Les gars venaient me chercher, m'emmener n'importe où, m'ont emmené manger dans les restaurants. Ont vraiment pris soin de moi. Puis, le fait d'avoir tombé dans une équipe de vétérans, si on peut dire, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis, notre coach qui est malheureusement décédé maintenant, c'est Roger Nielsen. M'adorait comme joueur. Puis, j'ai été repêché comme joueur de centre. J'avais commencé au centre. J'avais un rôle plus effacé, 3e, 4e trio. C'est là qu'il m'avait dit, il dit, Simon, il dit, je t'aime beaucoup. Je dis, qu'est-ce que tu en pensais de jouer à gauche sur le premier ou 2e trio avec Lindros ou Mark Rickey? Dis, ça se prend bien. Je vais l'essayer. Mais j'ai jamais joué. Tu vois, moi, Simon, j'étais un centre de 2, puis ils m'ont dit, qu'est-ce que tu penserais de jouer à gauche, off-wing, c'est à 4. Il l'a pris pareil. Non, mais tu sais, t'es prêt à faire n'importe quoi pour rester dans le show, là, puis... mais en même temps, aussi, tu as une opportunité comme ça de jouer plus, puis jouer sur l'avantage numérique avec des meilleurs joueurs. On le sait.
tu parleras à n'importe quel joueur qui a du talent, tu le mets sur la 4e ligne. Ça ne marchera pas. J'ai goûté ça un petit peu à Boston à la fin. J'étais sa 4e ligne avec Campbell puis Payet. Les autres, là, passer à rouge puis essayer de faire un 3 contre 2 score au début. Tu oublies ça. Les autres, c'est pogne la rouge, pique ça dans le fond. Les autres ne veulent pas se faire scorer. Ils ne veulent pas scorer de but. Mais là, tu sais, toi, c'est sa 4e ligne, tu veux scorer des buts, tu sais. Fait que j'ai goûté à ça. Fait que, tu sais, mettre un bon joueur sur un 4e trio, c'est tough. Fait que j'avais adoré ça. Ça a pris peut-être une dizaine de games m'habituer. Par la suite, j'ai pu jouer un match au centre de ma carrière. J'ai joué 15 ans par la suite dans la Ligue nationale à l'aile gauche. C'est carré. C'est malade. C'est pas facile pour le monde là, qui écoute. C'est pas si simple que ce soit de l'aile au centre, du centre à l'aile ou à l'attaque à la défense, à l'attaque. Là. Je pense à des gars comme Bufflin puis Brent Burns. Ils partent d'en avant par la défense ou l'inverse. C'est une adaptation qui est difficile. T'sais, même si tu es un vétéran, là, mettons en Europe, j'arrive là-bas, ils disent si tu joues à l'aile, j'ai joué toute ma vie au centre, je me sens pas bien dans mes bottines. Puis c'est pas simple. C'est chapeau à toi d'avoir performé. C'est plate d'être pas bien dans ses bottines, hein, Max? Tu veux comment je me sens, moi? Non, mais toi, tes bains sont juste lourdes. Non, tu sais, pour revenir là-dessus, en tant qu'ailier, mettons que tu es un joueur de centre, tu arrives tout le temps avec du speed, tu n'as pas peur de te faire frapper dans le centre. Mais quand tu es allié, je me rappelle les premières fois quand le défenseur m'a pitché par la bande, là, puis elle s'en venait vers moi. Là, le rim. Il y avait des équipes qui pinchaient. Là. Hey, ça, c'était pas le fun. Quand ça allait de l'autre bord, puis là, tu coupais, puis c'est l'autre allié qui voulait qu'elle sorte. Ça, c'était le fun. Mais mais pour un allié, mettons, moi, je suis allié, c'est bad luck, je pogne le D2D neutral zone. Là, je peux te dire, je la trouve plate en tabarnak quand j'attends le puck blindside. Là. Hey, tu vois le gros hatcher dans votre temps. Là. If, il était lent, mais quand il te pognait, il était gros en tabarouette. Ouais. On va passer à la question. On a 2-3 questions du public, puis ils sont super intéressantes. La première, est-ce que tu as déjà passé proche de jouer à Montréal? Après ton draft, je pense que ton draft, ils ont repêché Chouinard. Puis... Ouais, je dirais à part mon draft, là, je pense pas. Non, je pense pas parce que je suis tombé une fois Jean libre. C'est là que j'ai signé à Los Angeles. Il n'y a eu aucune discussion avec Montréal. Les équipes qui étaient plus intéressées, c'est plus dans l'Ouest, dans ce temps-là. Je me suis fait échanger des Flyers en 2011. Je suis allé jouer à Tampa Bay. Ouais. Je me suis fait échanger les Flyers à Tampa Bay. Puis, j'avais une clause de non-échange dans ce temps-là. Puis, dans le fond, les Flyers m'ont donné le OK de choisir l'équipe où je voulais m'en aller. Puis, après ça, négocier avec eux autres. Puis, j'avais choisi Tampa Bay un peu à cause de Martin, beaucoup à cause de Vincent Le Cavalier. Ouais. Martin Saint-Louis qui était là. Puis, tu avais Guy Boucher qui était rendu là. Tu avais un trio d'entraîneurs qui était vraiment, vraiment, qui m'intéressait beaucoup avec Martin Raymond, Dan Lacroix. Puis, j'avais parlé à Steve Eisenman qui était intéressé, qui était le nouveau GM, qui était là. Il voulait, l'équipe boitait, si on peut dire, il avait raté les séries, puis il voulait tout faire pour refaire les séries. Puis là, j'avais dit à mon agent qui était Bob Sauvé, qui est encore mon agent, mais on s'occupe plus bien de moi, il n'y a plus grand-chose à faire. J'ai dit, je vais aller à Tampa, puis les Flyers ont été vrais. Autant que ça me fait vraiment, excuse-moi le mot, là, ça fait vraiment chier que de dire, regarde, on a besoin d'espace sur le cap salarial, puis tout, il te reste une année de contrat, puis t'es le joueur qui est plus convoité, qui est plus facile à échanger. Autant qu'ils ont eu de la classe de me dire, regarde, tu as une clause en un échange, regarde, on t'échangera pas n'importe où, puis regarde, choisis l'équipe où tu veux aller. Puis j'ai été échangé contre Matt Walker, un défenseur qui était correct, puis un choix de 3 ou 4e ronde. Fait que, ils ont été vraiment corrects, puis j'ai eu du plaisir au bout de la bottom Tampa Bay. Comment on se sent après une saison de 47 buts? Comment on se sent? Guillaume, il se sentait 42 fois mieux que moi. Non, mais c'est vrai, pareil. Là, 47 buts, c'est tabarnak. Il n'y a pas grand gars qui font ça. Là. C'est malade. Ouais. Ben, je me sens, c'est sûr, après cette année-là, tu te sens super bien. Mais après ça, tu sens la pression de. Tu peux pas arriver avec 20 buts l'autre saison après. Là, Mm-hmm.
j'avais un pas pire joueur de centre aussi. Là. J'avais Peter Forsberg qui était mon joueur de centre. Fait que, ça se prend bien. Ma meilleure année avant ça, c'était 33 buts. Puis, je jouais avec mon joueur de centre, c'est Keith Primo. Mais, Primo, c'était pas un fabricant de jeu, c'était plus de la drive. Mais, on avait beaucoup de succès. J'ai Jeremy Roenick de temps en temps qui jouait avec, qui prenait sa place. Fait que j'avais des bons joueurs pareils, mais, quand on m'a donné la chance de jouer avec un joueur comme Peter Forsberg, puis quand j'ai vu de la façon qu'il jouait, je me suis dit, regarde, il a besoin d'un gars qui se place bien, qui lit bien le jeu. Puis lui, Forsberg, il va ramasser 100 points dans une année, mais il va faire 18 buts. Ouais. Fait qu'il n'aime pas ça chuter le puck. Je m'en ai rendu compte rapidement, il n'aime pas ça chuter le puck. À 2 contre 1, il va t'adonner. Ouais. Mais là, ma crainte, c'est que même cette année-là que j'ai fait 46 buts, Forsberg, sur 80 games, il en a peut-être joué 55. Il était souvent blessé, il avait des problèmes d'aine, des problèmes de pied. Fait que, là, j'avais la pression. Puis c'était l'année de mon contrat. Puis j'ai été chanceux. J'ai signé un bon contrat à long terme après cette année-là. Ça, c'était tassé. La sécurité, on va dire, était tassée. Mais moi, tu me donnes ça, mais il faut que je performe. Il faut que je le mérite. Je m'aurais senti mal d'arriver et de faire 20 buts la saison d'après. Puis que là, on arrive au camp. Puis là, j'étais proche de Forsberg dans ce temps-là. Il est venu à mon tournoi de golf. Puis on avait une bonne relation. Si on peut dire, si tu veux avoir un bon duo sur la glace, il faut que ça marche en dehors de la glace aussi. Puis on avait ça, moi puis lui. Puis je me rappelle durant l'été, il dit, Simon, il dit, ça va pas bien. Il dit, je pense pas commencer l'année, j'ai un problème avec mon pied. Puis tout. Puis là, ça m'avait beaucoup stressé, si on peut dire. Il dit, Colin, je vais perdre mon joueur de centre. Puis là, les Flyers avaient signé Peter Nedved pour remplacer un peu Forsberg, mais c'est pas le même joueur pareil. Là, mais fait que Forsberg a joué peut-être, comment je pourrais dire ça, un match sur 2 avec nous autres la deuxième année. Ça avait été difficile un petit peu au début parce que fallait que je m'ajuste avec un nouveau joueur de centre. Mais ça avait bien été la deuxième année. J'avais scoré 41 buts. Fait que, je m'avais senti relief, relâcher un peu de cette pression-là. Parce que tout le monde disait, il en a scoré 47, mais il jouait avec Forsberg. Fait que, mais la deuxième année, Forsberg, il a joué la moitié de l'année, puis on l'a changé à Nashville au mois de mars. C'est vrai. Mais c'était tout. C'est probablement ma plus belle année à Philadelphie, là, côté saison. Là. J'enlève les playoffs. Côté saison, là, c'est vraiment incroyable. Ben moi, j'ai une des dernières questions. Pour la dernière, Max. C'est la dernière. C'est la dernière, mais j'ai une autre petite coquine à la fin, mais une petite question avant. C'est il y a eu des commentaires aujourd'hui qu'on traitait les Québécois peut-être un peu trop dur à Montréal. De l'extérieur, un gars qui n'a pas joué à Montréal en tant que Québécois, c'est quoi ton opinion là-dessus? Ouais, tu parles de Andrew Shaw. C'est Andrew Shaw. Ouais. Ben, comment je pourrais dire ça? Lui, il parle, il n'a pas tort dans un sens. Lui, là, dans le fond, qu'est-ce qu'il parle, c'est qu'il est assis dans la chambre, il détache ses patins, puis, tu sais, vous avez joué tout ailleurs. Guillaume, tu as joué à Minnesota, tu as joué à Vancouver, tu as joué à Saint-Louis. Tu sais, mettons, on prend Saint-Louis, Max, tu sais, tu détaches tes patins, si tu as une bonne game, ils vont venir te voir après la pratique, tu sais. Ou s'il y a quelque chose de spécial, ils vont venir te voir après la pratique. Mais à Montréal, c'est les Québécois qui vont les voir tout le temps. Fait que lui, là, il a tout le temps vu ça tous les jours, que c'était les Québécois qui avaient les caméras sur eux autres, parce que, tu sais, je veux pas, c'est TVA, RDS, Radio-Canada qui s'en vont sur eux autres. Fait que, tu sais, il a vu ça que c'est quoi les joueurs francophones à Montréal, on doit faire face, puis vous l'avez vécu, vous aussi, là, à Montréal. On a à faire face à tous les jours. Et moi, je dis, on a à faire face. Les Québécois à Montréal, on doit faire face à tous les jours aux caméras. Que ce soit après une victoire, le lendemain d'une victoire, le lendemain d'une défaite. C'est tout le temps. Fait que, tu sais, moi, ça arrivait à Philadelphie, là, je savais que ça allait pas bien, puis on venait de perdre tout, puis je détachais mes patins, là, puis il n'y a pas une caméra qui s'en venait sur moi, je m'en allais, là. Fait que, je pense que c'est ça qu'il voulait dire, Andrew Shaw, là, tu sais, avec ses commentaires. Il n'a pas tort dans un sens. Puis l'autre question, ben c'est c'est la dernière pour vrai. Elle vient du chat. Ta fête, c'est le 29 février. T'as quel âge? Ouais. T'as quel âge en ce moment-là?
Il pourrait jouer junior encore. Tu peux te Ouais, retourner là, junior. Là, je suis rendu à 40 ans, là. Mais normalement, j'ai eu 10 ans. J'ai eu 10 ans. C'était aux 4 ans. C'était aux 4 ans. Fait que j'ai eu 10 ans. Je vais te prendre dans mon année. POI si tu veux. POI de Québec. On Ouais. retourne au tournoi POI de Québec. Ouais. Hey, Simon, merci beaucoup. Merci, C'est Simon. très apprécié. Super Puis, généreux. Plaisir, les boys. de t'avoir au show. Tu es officiellement certifié La Poche Bleue. Tu t'en vas au temple de la renommée de La Poche Bleue avec tous les GSP, Martin Brodeur et toute la gang parce que c'était important pour nous de t'avoir puis pour les Québécois qui t'adorent. Là. Puis ils nous ont chicané cette semaine avec la photo de Boston. On va en faire une, je pense, cette semaine avec le chandail des Flyers. C'est bon, les boys. Je m'en vais chez Santé. Bellé demain, fait qu'on essaie de se voir puis on en prendra une. Ah ouais? Ouais, je m'en vais chez Bellé, puis mercredi prochain, on joue au golf à son terrain. Fait que... Ah, Si tu as le goût de faire de l'argent, appelle-moi. Ouais, mais appelez-moi. Je vais être là. Demain, je vais être ici. Là. Fait que, Parfait. on essaiera de se croiser. Yes. Salut, les boys. Salut, Salut, bye. encore, Simon, salut. Bye.